Alors, moi, je suis là ce soir pour vous parler de l'EGP, l'examen géronto-psychomoteur. Et le titre était pour une évaluation à domicile. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. Alors, l'EGP, c'est pour les anciens, même si je vois que dans l'assistance, il y a beaucoup de jeunes professionnels. L'EGP, c'est l'ancien bilan géronto-psychomoteur qui a été mis en place initialement à l'hôpital Charles-Foix à Ivry et notamment au forum Jean Vignalot, pour ceux qui connaissent, par Monsieur Dupont qui était enseignant et par l'ensemble, il y en a eu beaucoup, de stagiaires dans un premier temps, qui sont venus sur place, qui ont su identifier les besoins des patients par la suite, il y a eu des créations de postes. Donc tout ça, ça a commencé à partir de 1982. Et en 1993, des professionnels ont pu présenter un premier bilan géronto-psychomoteur lors de journées scientifiques qui avaient eu lieu à Charles-Foix à Ivry. Lorsque j'étais étudiante, j'ai eu accès à ce bilan, puisque moi aussi je travaille pour la Fondation Léopold Bellan, voilà, à Septeuil dans les Yvelines, et le gériatre, pour ne pas le citer, le docteur Planck, qui avait déjà travaillé avec des psychomotriciens, m'avait demandé initialement, alors que j'étais stagiaire 3e année, donc sans psychomotricien, de prendre 2 patientes en charge présentant une détérioration type Alzheimer, de faire l'évaluation, le projet thérapeutique et le début de la prise en charge. À l'époque, j'ai donc commencé à travailler sur ce qui existait, c'est-à-dire le bilan géronto-psychomoteur. Et en 1996, lorsque j'étais diplômée et que j'ai commencé à travailler au sein de la Fondation, j'ai utilisé cet outil, je l'ai modifié progressivement au fur et à mesure. J'ai fait plusieurs diplômes universitaires qui m'ont amené à préciser au niveau mnésique, au niveau praxique, etc., les items. Donc depuis 1996, des modifications progressives ont eu lieu sur cet outil. Lorsque, en 2002, j'ai présenté ma soutenance du DU d'initiation à la recherche clinique en psychomotricité, mon mémoire, qui avait pour thème un bilan géronto-psychomoteur, élaboration et passation, j'avais travaillé sur la justification des items par rapport à la sémiologie psychomotrice et au concept psychomoteur. Par la suite, lors de la première ou deuxième réunion, je ne sais plus, du CEDIF, le collège des équipes de direction des instituts de formation en psychomotricité, nous avons travaillé sur le socle commun d'enseignement des bilans et à la case gériatrie, eh bien, néant, il n'y avait rien. Rien de spécifique aux psychomotriciens, en tout cas. Donc, constat, il n'existe pas d'outils standardisés à l'époque en gériatrie pour les psychomotriciens. Nous nous sommes donc attelés au travail avec Jean-Michel Albaret et Régis Sopelsa, issus de l'Université Toulouse 3 et Paris 6. Donc, à partir de mai 2007, j'ai commencé à former des étudiants et des jeunes professionnels quant à la passation de l'EGP. J'ai marqué mai 2009 parce que nous sommes en retard. Voilà, le travail est en cours, je vous préciserai un petit peu plus tard. Ensuite, via l'ISRP et l'OIPR, tout à l'heure, M. Herman parlait de l'Uruguay. Il y a eu également contact avec Juan Mila sur Montevideo et formation également de 5 professionnels, pas d'étudiants, quant à la passation de l'EGP, donc en langue espagnole, avec très peu de modifications, parce que pour une validation, il faut que l'outil reste le même. Et c'est en cours de validation là-bas, sachant qu'ils ont commencé après nous, ils ont 1 an de retard. La validation également en cours au Liban, en langue arabe et en français. Eux, ils sont apparemment très rapides et ils avancent aussi vite que nous, alors qu'ils ont commencé bien après. Donc concrètement, en France, 12 étudiants et professionnels, donc moi y compris, ont participé à la validation. La méthodologie étant rigoureuse,
La répartition géographique concerne donc la région Île-de-France, Aquitaine, les régions Île-de-France, Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, ville, campagne, avec le recrutement qui a pu s'effectuer via des associations de troisième âge, via des personnes qui avaient participé, qui en avaient parlé à d'autres amis, etc. Le recrutement, c'est un recrutement tout venant. La tranche d'âge, concernant les tranches d'âge, donc nous avons commencé assez jeunes, 60 ans. En réalité, c'est donc 59 ans, 6 mois, 1 jour. Et les tranches d'âge sont réparties de 5 ans en 5 ans. Ce qui fait qu'à partir de 60 ans jusqu'à la catégorie de plus de 90 ans, nous avons 7 classes d'âge qui sont réparties. Pour chaque classe d'âge, 100 personnes étaient, enfin nous avions visé d'obtenir, de recruter 100 personnes par classe d'âge, donc 50 hommes, 50 femmes. Il s'avère, vous verrez les chiffres après, que dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué. Alors les jeunes, les 60-65 ans, c'est bon, nous en avons eu beaucoup, j'ai recruté parmi mes collègues aussi. En revanche, au-delà de 90 ans, nous avons très peu de personnes, puisque ensuite je vais vous présenter les critères d'inclusion. Donc, les conditions d'inclusion à l'étude, d'une part, l'accord éclairé, ça semble évident. Il y avait donc un petit écrit expliquant les principes de la passation de l'EGP. Les personnes devaient lire à haute voix et puis nous donner leur accord éclairé en signant. Il y avait également le renseignement des IADL, Instrumental Activity of Daily Living. Nous avons inclus un score inférieur ou égal à 4 sur 8, parce que, donc bon là, je ne vous précise pas tout ici, mais en fonction du sexe, en fonction si les personnes vivent en couple, les activités sont faites différemment. Pour tout ce qui est ménage, même un monsieur veuf de plus de 80 ans, il délègue volontiers. Et puis un questionnaire médical de sorte à exclure certaines personnes qui ensuite pourraient inclure la validation sur la population pathologique. Ce qui nous a permis aussi de mettre en évidence certaines passations. Il y a l'idée de travailler, puisque avec la prévention qui apparaît à l'heure actuelle, nous allons travailler aussi un petit peu de manière longitudinale, c'est-à-dire recontacter certaines personnes pour lesquelles les résultats nous semblaient pas tout à fait clairs, pour faire un suivi tous les 6 mois, 1 an, on verra avec eux. L'analyse méthodologique et statistique est donc faite par l'équipe toulousaine. Moi, je suis clinicienne, c'est tout, c'est déjà beaucoup. Ce qui fait qu'au total, sur les 700 personnes qu'il nous aurait fallu, nous en avons que 492 parce qu'à un moment donné, le recrutement a été compliqué. Et puis, l'investissement des étudiants, des professionnels n'est pas toujours évident. Et puis, nous avions décidé d'une date butoir pour que le travail puisse sortir. Alors là, c'est en cours de relecture actuellement. Selon Shapiro et Wilk, la répartition, en tout cas concernant une population normale, semblerait être tout à fait correcte. Le facteur sexe, qui est très étonnant, parce qu'en institution, ça change pas mal. Le facteur sexe, en fonction des items, ne diffère pas, ce qui fait qu'il a été possible de regrouper les hommes et les femmes. Le facteur âge, là, bien, nous avons des résultats différents, bien sûr, en fonction des catégories d'âge, mais avec un énorme décrochage à partir de 75 ans. La validité apparente et de construction, elles sont présentes. L'homogénéité également. La fidélité inter-observateur également. Donc la parution se fera aux éditions Au Greffe France en juin 2010, sachant qu'il est donc en cours de relecture par l'éditeur. Et j'ai marqué à partir de juin 2010, même si j'ai commencé à former déjà quelques professionnels, nous entamons la validation sur la population pathologique, ce qui me permet également de lancer un appel à contribution. Plus on est de fous, plus on rit, c'est surtout que le travail avance beaucoup plus vite. Donc professionnels, n'hésitez pas, même étudiants, si vous êtes en stage sur un lieu avec un maître de stage, une équipe médicale qui sont partie prenante, n'hésitez pas à me contacter lors du cocktail qui suivra les interventions. Alors, répartition de la population, sachant qu'il y a une petite erreur, je sais 60, enfin bon, le total il n'est pas bon, c'est 63 pour G3.
Donc le groupe 1, 60-65 ans, vous voyez, on a largement dépassé les 50 personnes nécessaires pour les femmes. Vous voyez tout de même la différence, 312 femmes au total, 180 messieurs. Voilà, investissez-vous. Non, c'était très difficile. Hein. La phase de recrutement, c'est compliqué. Les personnes sont toujours partie prenante dans un premier temps. Et puis, finalement, la prise de rendez-vous est compliquée. Alors, il y a différentes excuses. Hein. Entre des emplois du temps super overbookés, hein, selon leurs propres termes. Où est-ce que je vais vous caser entre mon groupe de marche, ma chorale, etc. Et puis, des personnes qui, finalement, venaient davantage pour se rassurer. Il y a eu ça aussi. Voilà, je me fais évaluer, je vais être rassurée sur mes compétences et puis qui finalement, à la dernière minute, ayant quelques petits troubles, refusaient de participer. 90 ans et plus quand même, 6 hommes. Faut bien le dire, dont un qui est, je crois, le cas clinique d'un article paru dans, je ne sais plus si c'est celui-ci, enfin bref, voilà, j'ai un article qui concerne un monsieur de 101 ans qui a des résultats à l'EGP assez extraordinaires et qui, dans le fascicule, est référencé comme un vieillissement atypique réussi, qui est très fier d'ailleurs de paraître. Alors, les items, donc je ne vais pas tous vous les détailler maintenant. Il y a 17 items, sachant que communication verbale et non verbale n'apparaissent pas sur l'échelle de synthèse. Alors, nous avons donc coordination statique, coordination dynamique, c'est-à-dire que par rapport au bilan géronto-psychomoteur initial, nous avons introduit des degrés dans les compétences possibles. Donc, coordination statique 2, le dernier échelon, c'est sur un pied, équilibre pointe de pied, quand même. Hein. Mais il y en a qui réussissent avec appui. Il y a un certain nombre de points. Coordination dynamique, c'est pareil, nous allons jusqu'à la course. Oui, sur 5 mètres, hein, limité aller-retour, ça fait 10 mètres tout de même. Les mobilisations articulaires des membres inf et des membres sup. Alors en fait, initialement, ça s'appelait le tonus, mais comme ce n'est pas un réel examen du tonus, nous avons préféré appeler ça mobilisation articulaire, puisque ça ne concerne que quelques articulations. Ce n'est pas un examen complet du tonus. Et ça se fait en plus en position assise. L'EGP, attention, n'a absolument pas pour ambition de remplacer ce qui est spécifique aux psychomotriciens. Donc l'examen du tonus peut se faire en parallèle. Ça peut justement être utile après avoir fait passer l'EGP. Si vous notez qu'au niveau des mobilisations articulaires, le patient présente des paratonies, le patient a des réactions tonico-émotionnelles qui vous semblent inadaptées. Motricité fine des membres inf et des membres sup. Donc nous avons les praxis qui sont référencés et la marche, les coordinations des membres inférieurs également. Les praxis par la suite qui sont en fait détachés de la motricité fine. Connaissance des parties du corps, donc nous retrouvons les notions bien connues des psychomotriciens en ce qui concerne le schéma corporel, voire l'image du corps, même si ce n'est pas tout à fait quantifiable. La vigilance et la mémoire verbale dans un premier temps. Lorsque j'avais présenté pour le DU d'initiation à la recherche clinique en psychomotricité, dans la justification des items par rapport à la sémiologie psychomotrice et au concept psychomoteur, il y avait également la justification de l'agencement des items, ce qui fait que lorsque l'on arrive au niveau de la vigilance qui apparaît vers la fin de la passation, le psychomotricien, il a déjà une idée. De ce qu'il va obtenir. Et si finalement les capacités sont tout à fait différentes de ce à quoi il s'attendait, là ça peut être révélateur de troubles spécifiques aux capacités attentionnelles et à la vigilance. Mémoire de perception et les perceptions, donc perception visuelle, auditive, tactile et la mémoire de perception avec le sens kinesthésique spécifique du psychomotricien. La sphère spatiale, la sphère temporelle, donc orientation temporo-spatiale. Communication verbale et non verbale qui sont remplies en fin de passation. C'est le seul item qui est complètement subjectif, sachant que dans la vigilance, il y a quand même 2 petits sous-items qui sont également subjectifs. Communication verbale et non verbale remplis par le psychomotricien en fin de passation.
Le matériel, il est neutre, non distractible. Il n'y a pas de danger dans l'utilisation du matériel. Donc là, j'ai amené le matériel, si après quelques personnes veulent le voir. Il y a une partie du matériel qui sera fournie dans la mallette, une partie du matériel qui ne sera pas fournie, de sorte à éviter de faire monter les prix. Voilà. Donc vous retrouvez chronomètre, hein, le classique, 1 mètre, une chaise sans accoudoir, 2 gilets avec 3 boutons, voilà, du petit matériel, la pièce de 20 €, ça c'est pas fourni, le ballon, feuille blanche A4, etc. On voit petite cuillère, couteau et fourchette. J'anticipe un tout petit peu sur l'évaluation à domicile. Lorsque l'évaluation se passera sur le lieu de vie de la personne, nous utiliserons les couverts dont il a l'habitude. Hein ? Et puis, ce qui est fourni, les traces de pas, des figures géométriques à reproduire, un petit peu comme dans le Santucci, hein, des cubes en bois pour les praxis, les planches avec des personnages de face et de dos pour le schéma corporel, des images pour les perceptions visuelles, de la lecture, un texte écrit donc en différents caractères. Le patient choisit ce qui est adapté à sa vision et 4 cartes pour la séquence d'événements chronologiques dans l'orientation temporelle. Sachant que le chronomètre nous permet de chronométrer certaines épreuves qui font référence lors de la cotation, en fonction du temps de passation, à un certain nombre de points. Ce qui m'importait, c'est absolument pas de mettre 0. C'est très bien, il a réussi, il a les 2 points. C'est pas bien, il n'a pas réussi, il a 0. Ce qui est important, c'est d'aller chercher le patient là où il se trouve, en fonction de ses capacités. Du moment qu'il y a une production, quelle qu'elle soit, ça a valeur, et donc il y a un certain nombre de points qui y sont associés. Mais la plupart d'entre vous, être psychomotricien, vous savez très très bien que l'évaluation qualitative et l'évaluation quantitative ont autant de valeur. En tout cas, pour moi, c'est du 50-50. La passation, elle peut se faire, bon, c'est mon test, hein, je le connais bien, en 3 quarts d'heure, c'est fait. Hein, avec un patient qui est assez compliant, c'est tout à fait possible. Il n'empêche que pour éviter le facteur fatigue, pour éviter une saturation et peut-être générer des troubles du comportement, il est possible de le faire en 2 temps. Il y a un arrêt qui est préconisé dans le fascicule. Certaines personnes qui ont participé à la validation ont pu le faire parfois en 3 étapes. Le tout étant de ne pas répartir les passations sur 1 mois. Hein. L'ordre des items, alors oui, voilà, ça tombe bien, c'est juste après. L'ordre des items est adaptable au patient. Dans la validation, ce que nous avons fait, c'est que les items ne sont pas nécessairement passés dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à l'item numéro 16. De sorte à justement montrer que chaque item ne retentit pas sur l'item suivant. Lors de la validation, il y a eu un découpage, un séquençage de réaliser. Donc certaines personnes ont commencé les passations par l'item 8, 9, 10, 11, 12, et etc. ont enchaîné. Donc chaque item étant indépendant les uns des autres, sauf item 10, 11, 12, parce qu'il y a les faits rétention mnésique qui jouent, on peut les faire passer dans l'ordre que l'on veut. D'où l'importance, cette importance pour moi est capitale. Un patient que je vais chercher en chambre qui est capable de marcher, je ne vais pas prendre un fauteuil roulant pour aller plus vite. Hein. La communication commence au sein de la chambre. Nous allons faire un travail ensemble pour évaluer ce patient, donc nous allons venir en marchant. Peut-être que ça va prendre déjà 1 quart d'heure. Ça n'a pas d'importance. De ce fait, je ne commencerai pas par les items concernant coordination statique, coordination dynamique. D'accord ? De temps que le patient puisse récupérer un minima. La cotation donc, de chaque item se fait sur 6 points. Alors, il avait été évalué peut-être, rechercher le fait de faire un score de dégradation hein, pour être un petit peu dans la lignée de ce qui se fait, mais la manière dont c'est construit, ce n'était pas tellement possible. Donc, le patient part de 0 et il va cumuler des points au fur et à mesure. Le protocole s'inscrit donc dans une évaluation psychomotrice alliant méthodologie et observation clinique, j'insiste bien là-dessus, du quantitatif, l'importance du quantitatif et du qualitatif. C'est vous qui allez juger des capacités émotionnelles du patient. C'est vous qui allez juger, tout à l'heure Manuel faisait référence à l'accordage, ce dialogue tonique dont on parle avec les enfants, il existe aussi en gériatrie. Décret du champ de compétences du psychomotricien, hein, sur prescription médicale, donc je commence à former effectivement aussi des médecins à la passation de l'EGP. En tout cas, ce n'est pas eux qui vont faire passer l'EGP, mais en tout cas, c'est important qu'ils sachent ce qui est contenu à l'intérieur pour pouvoir le prescrire.
Le gériatre avec lequel je travaille, maintenant j'ai 2 gériatres, ils le prescrivent tout à fait à bon escient, le GP. Maintenant, c'est un outil qu'ils connaissent, donc il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a ces patients qu'on appelle, entre guillemets, non évaluables. Donc ces patients-là, voilà, on ne va pas mettre une passation de l'EGP s'ils savent très bien que ça n'a pas de sens. Alors, petit rappel, le bilan psychomoteur oriente le projet thérapeutique individualisé de la personne atteinte dans son intégrité psychocorporelle. C'est bien de ça qu'il s'agit avec les patients présentant une détérioration type Alzheimer ou une pathologie apparentée. C'est ce lien, c'est ce feedback en permanence entre ce corps et ce psychisme. L'intérêt de l'EGP, donc à l'heure actuelle, là où je travaille, il participe, donc il aide surtout à préciser le diagnostic, il peut parfois l'interroger, c'est ça où c'est intéressant, dans la mesure où le compte-rendu qui sera réalisé au médecin prescripteur aura valeur de communication, aura du sens. Ça ne sert à rien de se contenter de noter qu'aux coordinations statiques, il y a 5 sur 6, qu'au niveau de l'orientation temporospatiale, il y a du 6 sur 6, s'il n'y a pas des mots qui sont mis derrière. Tout en gardant donc la spécificité du psychomotricien par rapport à son langage, il n'empêche qu'il faut que l'ensemble des collègues puissent connaître ce qu'il y a derrière. Donc on fait du pratico-pratique. Lorsque je fais des comptes rendus de passation de l'EGP, j'ouvre une parenthèse, j'explique un petit peu, je réexplique encore, même au bout de presque 14 ans, le mot praxis, parce que les collègues, ils changent, ça bouge beaucoup. Sachant que ce compte rendu, il est accessible, donc bien sûr, aux médecins prescripteurs, mais également, je tiens à ce qu'il soit accessible à l'ensemble de mes collègues, de l'équipe paramédicale et également des animateurs et services socio-éducatifs. Donc, il permet d'initier, affiner ou réorienter un projet thérapeutique, ça c'est très important, avec les évolutions qui peuvent être très très rapides chez ces patients. Il y a des phases où ils stagnent et puis d'un seul coup, on a des troubles du comportement auxquels Manuel faisait référence qui apparaissent. Donc voilà, on fait une évaluation test-retest et ça nous permet de réorienter la prise en charge. Permet surtout de mesurer l'efficacité d'une prise en charge en cours. Ça, c'est le risque en gériatrie, de commencer une prise en charge, et puis au bout de 2 ans, cette prise en charge, elle existe encore. Or, ça n'a pas de sens. Donc, il y a les passations test-retest, c'est ce qui va être notre travail maintenant avec la validation concernant la population pathologique, d'évaluer si, pour certaines populations, ça a du sens d'évaluer à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Voilà. Et puis avec une étude longitudinale. Alors l'évaluation à domicile, donc la passation est tout à fait aisée à domicile, vous avez vu, c'est du matériel, enfin la liste, je n'ai pas tout précisé, mais ça tient dans le sac que j'ai amené, donc il n'y a pas besoin d'énormément de matériel. Au niveau de l'espace, il faut juste de quoi se déplacer sur 5 mètres aller-retour. Pour la validation concernant la population autonome à domicile, je me suis retrouvée très régulièrement dans la cuisine et on arrive tout à fait à composer. Le temps. Donc ça, le temps, si la passation est réalisable en 3/4 d'heure, vous voyez que ce n'est pas trop difficile. Et le matériel limité, comme je l'ai déjà énoncé. La présence ou non de l'aidant, ça c'est chaque professionnel qui évaluera si la présence de l'aidant ne peut pas être perturbatrice sur ce temps d'évaluation. Personnellement, je demande à l'aidant de ne pas être présent. Il est présent au tout début quand je fais une présentation de la passation et il est présent à la fin lorsque je fais un retour de la passation. L'aidant a tendance à vouloir compenser. Mais si, tu sais bien, là, les mouvements des bras, c'était ça. Et finalement, le patient se révèle moins dans sa composante psychomotrice sous le regard de l'aidant qui peut parfois être très pesant. Mais chaque professionnel évaluera cela. C'est non anxiogène. Sur le domicile, avec les repères familiers, le patient est beaucoup plus participatif. Et puis, généralement, lorsque vous êtes accueilli, il y a un petit café. Enfin, voilà, vous entrez progressivement sur le lieu de vie. Lorsqu'il y a besoin de modifier l'agencement des pièces, vous le faites toujours avec précaution. Vous demandez l'autorisation et puis vous aidez après à remettre les petits meubles et les tapis si c'est nécessaire. De sorte à ce que vous ne soyez pas vécu comme quelqu'un qui soit un intrus au sein de cet espace privé. Alors, à l'heure actuelle, donc dans les personnes qui ont été formées, il y a l'intégration dans le protocole des évaluations. Donc, il y a l'équipe pilote du MEMO-SIAD de Saint-Savin, en Haute-Gironde, qui une psychomotricienne qui fait partie de notre étude. Pour des patients au stade débutant de la maladie d'Alzheimer,
avec réhabilitation et réadaptation sociale. Et ils vont également faire une évaluation de la prescription post-passation, c'est-à-dire commencer à mettre en parallèle le GP et la médiation qui peut être proposée après. Et ça, c'est avec les médecins prescripteurs. Tout à l'heure, j'ai reçu un mail, mais je n'ai pas eu le temps du coup de le mettre. J'ai également une collègue qui travaille en UCC. Alors, je ne sais plus où, Lisieux, Limoux, je ne sais plus où. Tu sais pas non plus. Bon, voilà. Enfin voilà, il y a également un UCC pour le retour à domicile. Alors, M. Aquino a parlé des actes d'ergothérapie et de psychomotricité susceptibles d'être réalisés pour la réadaptation à domicile des personnes présentant détérioration de type Alzheimer et pathologie apparentée. Donc la mesure, pour le rappeler, numéro 6 du plan Alzheimer 2008-2012, maintenir à domicile dans des bonnes conditions et en prenant en considération l'entourage. Donc, dans la partie qualitative, non pas dans la partie quantitative, le psychomotricien pourra également ajouter à la conclusion de l'EGP la prise en considération de l'aidant et de cet entourage. Est-ce que cet entourage, donc au sens large, c'est-à-dire l'aidant, l'agencement de l'appartement, de la maison, sont favorisants ou pas? Est-ce qu'au contraire, ça va engendrer des troubles du comportement? Dans quelle mesure nous allons pouvoir intervenir auprès de l'aidant lorsque nous aurons fait nos prises en charge pour qu'il puisse y avoir une continuité de qualité dans quelque chose qui soit de l'ordre de l'apaisement. Par exemple, travailler sur des lumières, conseiller des lumières soit au contraire plus importantes, soit au contraire moins importantes. Favoriser des repères. Bon, ça peut être du domaine de l'ergothérapeute également, mais mettre, bon, c'est pas très esthétique non plus, marquer un gros W6 sur les toilettes ou faire des fléchages, etc. Limiter les troubles cognitifs, fonctionnels et comportementaux, c'est tout à fait ce que va mettre en évidence l'EGP, et ensuite le psychomotricien devra proposer la médiation adaptée. Alors, nous n'en sommes pas encore là, mais c'est aussi à venir, c'est-à-dire qu'il y aura une espèce de méthodologie, j'aime pas trop ce terme-là, mais voilà, en fonction d'une pathologie type Alzheimer, avec tel résultat, voilà quelle médiation, c'est-à-dire un petit panel, quel genre de médiation peuvent être proposées. Le GP permet de repérer les altérations, donc c'est référencé, de l'autonomie en lien avec les différents niveaux des fonctions cognitives. Je vous ai dit que dans le GP, les fonctions cognitives sont incluses. Les fonctions motrices et psychomotrices, les fonctions sensorielles avec les perceptions, le perceptivo-moteur également. Surtout les fonctions thymiques, la régulation émotionnelle, la gestion du stress, la réaction à l'environnement au sens large, et les fonctions somatiques avec la prise en considération de la douleur. Manuel l'a référencé tout à l'heure. Les patients douloureux sont nombreux. Ils ne peuvent pas forcément l'exprimer, mais le trouble du comportement peut être révélateur de cela. Ce qui a été aussi dit précédemment, et tu l'as utilisé, c'est le terme de validation. Les psychomotriciens, dans notre formation, et nous axons avec Christophe Lefebvre, ici présent, sur les écoles de Paris, des formations pour les futurs professionnels sur les techniques de communication, certes verbales et non verbales, qui sont l'apanage des psychomotriciens, mais grâce également à des techniques comme la validation de Naomi Feld, qui peuvent toujours être décriées. Il y a à boire et à manger dans chaque technique, dans les techniques de réminiscence, etc., qui sont tout à fait dans les compétences du psychomotricien. Et puis, les interactions environnementales, les lieux, les personnes. Et là, nous travaillons effectivement en concertation avec nos collègues ergothérapeutes, nos collègues psychologues pour les fonctions cognitives. Ce qui est important, c'est de travailler ensemble et de manière complémentaire. Alors, l'évaluation qualitative de l'EGP, les items donc, mettent en évidence ce qui est propre à la psychomotricité du patient qui présente une détérioration de type Alzheimer ou pathologie apparentée. Cette psychomotricité, c'est celle de maintenant. Prise en considération de l'aidant qui est capitale, la qualité de l'accueil sur le lieu privé, comment est-ce que vous allez pouvoir intervenir ensuite, mettre en place vos médiations sur le lieu. Si vous mettez en place une prise en charge en relaxation et que vous n'avez en tout et pour tout que accès à la cuisine, c'est somme toute assez limité. Donc il faudra que vous usiez de tout votre charme et vos capacités de communication également avec l'aidant pour peut-être investir la chambre. L'histoire de vie, l'anamnèse, c'est capital de connaître l'histoire de vie du patient, l'anamnèse. L'histoire de vie
racontée par le patient, l'histoire de vie racontée par les dents, mais également en comparaison l'un et l'autre. L'interaction avec les interactions au sens large avec les dents et les interactions, j'ai oublié le S, également au sens large avec l'environnement. Je me répète, mais je crois que c'est capital. Merci pour votre attention. C'est une des fausses postures de l'EGP. C'est une de mes patientes qui a accepté d'être photographiée sous tous les sens et qui était fort déçue que ces photos n'apparaissent pas dans le fascicule. Donc, Madame J, Paulette, je lui ai montré, je lui ai promis que ce soir, vous verriez ses pieds. Et elle tient à vous préciser que ce n'est pas comme ça qu'il faut mettre ses pieds pour pouvoir marcher correctement.